Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Jamais Donald Trump n'avait parlé de Poutine en ces termes. Il est devenu complètement fou. Il joue avec le feu. Voilà ce que dit de lui le président américain désormais. Écoutons. Je ne suis pas content de ce que fait Poutine. Il tue beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qui lui prend. Je ne sais pas ce qui lui prend, dit-il, alors qu'il y a une semaine encore, Trump considérait son homologue russe comme un homme de confiance. J'ai parlé avec un gentil monsieur qui s'appelle Vladimir Poutine et il m'a écouté très attentivement. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Alors que s'est-il passé entre-temps? Le président américain comprend désormais que Moscou n'a aucune intention de faire taire les armes et impose des conditions de paix inacceptables dans un mémorandum transmis à Washington ces dernières heures. Mais Trump n'est pas décidé à laisser faire. Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, la Russie subirait beaucoup de très mauvaises choses. C'est dit, selon la presse américaine, Trump pourrait annoncer cette semaine des sanctions contre la Russie susceptibles de faire plier Poutine. Et sur le terrain, nous vous expliquerons, carte à l'appui, avec le colonel Goya, pourquoi et comment les Américains renforcent le front nord de l'Europe pour dissuader la Russie. Trump, Poutine, la rupture, c'est la question du grand dossier ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir nos éminents experts, nos éminents invités. Le colonel Goya, bonsoir. Consultant militaire pour LCI. Marine Kotonov, bonsoir. Vous êtes grand reporter. Combien de missions en Ukraine au compteur? 13, c'est pas mal, hein. Sylvie Berman, bonsoir. Bonsoir. Ex-ambassadeur de France en Russie, au Royaume-Uni et en Chine. Et Marc Semo, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions internationales et collaborateur au Monde et à Challenge. Ce sont donc des menaces à peine voilées envers Vladimir Poutine. Regardons ensemble. J'ai toujours eu de bonnes relations avec Poutine, mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu complètement fou. Il tue inutilement beaucoup de gens, et je ne parle pas seulement des soldats, a-t-il annoncé sur son réseau Truth Social. Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, et voilà ce qu'il ajoute, c'est que sans moi, la Russie subirait beaucoup de très mauvaises choses, et je veux dire très mauvaise. Il joue avec le feu. Trump a-t-il enfin compris qui était Poutine et comment lui parler, Marc Semo? On peut l'espérer. On est un peu dans la séquence le caf se rebiffe. Oui. Ce qui se passait, voilà. Ensuite, en même temps, on peut comprendre quelque part la surprise de Trump. Parce que le plan américain, tel qu'il avait été concocté avec Steve Witkoff au début, il offrait globalement à Poutine, au-delà même de ce que Poutine pouvait espérer. Il y avait la reconnaissance, enfin le fait accompli de l'occupation des territoires, l'Ukraine neutre, une Ukraine hors de l'OTAN, des garanties de sécurité quasiment inexistantes, etc. Donc il avait tout pour accepter un tel plan. Or, Poutine ne l'a pas accepté. Poutine, logiquement, voyant que les Américains lui offraient déjà tout, a poussé à jouer la surenchère, mais effectivement, maintenant, y compris la personne la plus aveugle, voit que Poutine ne veut pas la paix. Eh bien justement, partons aux États-Unis retrouver notre correspondante Justine Jankowski. Bonsoir Justine. Changement de ton à la Maison-Blanche ? Oui, c'est un changement de ton. Donald Trump s'impatiente d'ailleurs depuis plusieurs semaines. Mais c'est vrai que le point d'orgue, l'apothéose, ça a été cet appel la semaine dernière entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un coup de téléphone qui a duré 2 heures. Donald Trump qui sort triomphant, victorieux, qui dit à tout le monde « ça y est, c'est bon, l'Ukraine et la Russie vont se lancer dans des pourparlers, des négociations pour un cessez-le-feu ». Et puis finalement, plus rien. Donc forcément, Donald Trump voit qu'il perd en crédibilité. Et toute la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est vrai qu'il parle, il se plaint de Vladimir Poutine, mais pour l'instant, il ne fait rien. Il menace surtout d'imposer de nouvelles sanctions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le Congrès le presse à le faire. Il y a 81 sénateurs sur 100 qui sont prêts à imposer ces nouvelles sanctions. Il y a un texte de loi qui est prêt, il doit être voté, mais les sénateurs attendent surtout les directives de la Maison-Blanche. Alors, est-ce que Donald Trump va les suivre? C'est toute la question, parce qu'on sait que s'il impose finalement ces sanctions à Vladimir Poutine, eh bien, il risque de le perdre, de le faire fuir, et donc c'est quitte ou double pour le président américain.
Merci beaucoup Justine Jankowski, notre correspondante pour TF1 LCI, en direct de Washington ce soir pour ces précisions. Colonel Goya, est-ce que Trump est en train d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui se passe? Écoutez, on a franchi un cap. Hein. Là, il parle plus de Zelensky. Hein. Il dit Poutine est complètement fou. Oui, d'accord, mais ça fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça fait plusieurs semaines. Trump souvent varie. Oui, voilà, Trump souvent varie. Non, ça fait plusieurs semaines qu'on se pose la question. Alors à chaque fois, il augmente un petit peu. Il va un peu crescendo dans le tweet. Mais pour autant, on attend toujours les réactions concrètes. Elle pourrait arriver cette semaine, on y reviendra, colonel. Mais là, quand il dit Poutine ne réalise pas que sans moi, la Russie pourrait subir de mauvaises choses, là, on est dans le registre de la menace. Oui, on est de la menace, bien sûr. Après, il dit aussi, je ne comprends pas ce qu'il fait. Mais attendez, mais ça fait 3 ans qu'il fait exactement la même chose. C'est parfois quand même un peu surréaliste. C'est souvent d'ailleurs surréaliste, les propos de Donald Trump. Oui, de très mauvaises choses. Il peut ouvrir le robinet. Après avoir fermé le robinet de l'aide à l'Ukraine, il peut le réouvrir. Et là, effectivement, ça fera du mal aux Russes. Il peut peut-être imposer un certain nombre de sanctions. Enfin, bon, je ne sais même pas, d'ailleurs, s'il a encore une idée exacte de ce qu'il peut faire. Là, pour l'instant, on reste quand même dans l'incantation pour la Xème fois. Il faut quand même le rappeler. Bon, voilà, moi, j'attends un truc un peu concret. Ah, parole de militaire, hein, on veut du concret, hein, plus seulement des menaces. Parole à l'ex-ambassadeur. Oui, pour Trump, c'est effectivement un affront. C'est frappe sur les civils à Kiev parce que c'est des morts inutiles. C'est autant, on peut comprendre, ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, la contre-offensive que sont en train de préparer les Russes, probablement dans le Donbass. Mais là, les morts civiles à Kiev sont extrêmement choquantes pour Donald Trump, qui est embarrassé parce que pour autant, le paquet de sanctions qui est préparé au Sénat a des aspects un petit peu lunaires, hein, avec les 500% de droits de douane qui toucheraient des pays comme la Chine ou la Russie. Mais en même temps, ce que Trump avait obtenu, c'est que les Russes proposent un mémorandum pour la paix. Et on a des éléments de ce mémorandum, on n'a pas la totalité, on a des têtes de chapitre, et qui sont moins maximalistes que par le passé. Donc je pense que Trump insistait pour obtenir cela et que ça va lui permettre de repousser les sanctions en disant, vous voyez, Poutine veut la paix. Donc je pense qu'il continuera à repousser l'idée de sanctions fortes contre la Russie, parce que c'est contraire à son sentiment profond. Marianne. Oui, enfin moi j'ai l'impression qu'on est dans un épisode de Pierre et le loup, quoi. On crie au loup, mais il n'y a rien qui se passe. Et quand Trump dit « je ne comprends pas ce que fait Poutine », Poutine, si, il sait très bien ce qu'il fait. Poutine, il joue la montre, hein, de toute façon. Lui, il a intérêt à ce que les Américains se lassent. Et pour finir, parce que c'était aussi une des menaces de Trump. Si ça continue comme ça, je me retire de ces négociations. Débrouillez-vous entre Ukrainiens et Russes. Moi, j'arrête tout. Et c'est aussi ce que Vance avait dit, Rubio aussi. Donc bon. Et en fait, je pense que Poutine, il met l'accent là-dessus en se disant « plus je vais le lasser, plus le temps va passer et il va se retirer de tout ça. » Et Poutine continuera à faire sa guerre en Ukraine, à avancer, à essayer de faire exactement ce qu'il veut faire de l'Ukraine, c'est-à-dire un territoire annexé ou un territoire complètement sous sa tutelle. Mais Marianne, dans la fable Pierre et le loup finit par arriver. Oui, le loup finit par arriver, mais Pierre est mangé. Donc, parce qu'à force de crier au loup, il ne faut pas oublier la fin non plus. Plus sérieusement, Trump menace Poutine et Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, réplique concernant les propos de Trump selon lesquels Poutine joue avec le feu et que des choses vraiment terribles arriveraient à la Russie. Je ne connais qu'une seule chose vraiment grave, la 3e guerre mondiale. J'espère que Trump l'a compris. Même pas mal, c'est ce que nous dit le Kremlin. C'est assez récurrent, à chaque fois qu'il y a une montée des tensions, etc., les Russes implicitement, explicitement, rarement par Poutine lui-même, mais souvent par Medvedev ou quelque autre sbire, fait un chantage au nucléaire. Ça fait partie des réactions attendues, sachant par ailleurs que, notamment à l'époque Biden, ça avait pas mal fonctionné, parce qu'il y avait malgré tout chez les Occidentaux cette peur de toute escalade qui pourrait amener à une situation incontrôlée. Ce que dit la chaîne RT est aussi très intéressante, hein, évidemment, la chaîne RT en Russie qui dit Poutine ne se rend pas compte, il joue avec le feu. Le message de Trump laisse peu de place à l'interprétation jusqu'à ce qu'il poste le contraire demain matin. Ce que vous disiez, colonel,
Pour l'instant, les menaces de Trump ne font pas peur aux médias russes et au Kremlin. Non, mais comment voulez-vous faire de la diplomatie avec quelqu'un qui change d'avis du jour au lendemain, qui menace sans rien faire, qui est susceptible d'abandonner ou de poursuivre? On n'en sait rien. C'est extraordinairement déstabilisant en réalité. Ça peut être une tactique. Mais moi, je pense que c'est une tactique. Je pense que c'est la théorie du fou. Oui, la théorie, voilà, théorie du fou. Je pense que Nixon était un autre calibre quand même. Oui, mais il n'empêche que ça peut marcher. Je voudrais vous faire écouter également ce que dit le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Yushakov, sur ce qui se passe sur le terrain. Et il s'adresse évidemment à Donald Trump. Trump n'est pas suffisamment informé sur ce qui se passe en ce moment dans le conflit avec l'Ukraine. Ses équipes ne l'informent pas des attaques ukrainiennes massives sur nos paisibles villes russes. Et il ne comprend pas que nous visons seulement les infrastructures militaires en Ukraine. Pardonnez-moi, colonel, là aussi, on est un brin bravage parce que la Russie est quand même en difficulté. Ça fait 3 ans que la guerre en Ukraine a commencé et il contrôle moins de 20% du territoire. Oui, mais ils pourront dire aussi qu'ils contrôlent déjà 20% du territoire et qu'ils sont qu'ils ont l'initiative des opérations, même si c'est minuscule, même si c'est du grignotage, etc. Eux sont persuadés d'avoir quand même allez, on va dire le temps pour eux, même si ça avance très lentement, mais ça avance. Donc voilà, si effectivement les Russes étaient complètement arrêtés sur le terrain, voir si peut-être commencer à reculer. Là, peut-être que effectivement Vladimir Poutine verrait les choses autrement. Mais pour l'instant, ils se disent que pourquoi s'arrêter alors que les choses vont plutôt bien pour nous. Voilà. Après, c'est pas forcément un pari gagnant. Hein. Je pense que peut-être Poutine a peut-être eu tort de rater l'occasion qu'on lui offrait avec un plan sur mesure. Exactement. Poutine a rappelé via le porte-parole du Kremlin qu'il n'était pas d'accord pour un format Trump-Poutine-Zelensky. Pas question d'avoir une réunion à 3. On a bien compris que Moscou veut gagner du temps, c'est ce que vous nous disiez, Marianne. En tout cas, Moscou a imposé des conditions de paix qui sont quasiment inacceptables dans un mémorandum transmis à Washington ces dernières heures. Selon des sources russes de haut niveau, voilà la position du Kremlin. Poutine est prêt à faire la paix, mais pas à n'importe quel prix. Poutine souhaite un engagement écrit des principales puissances occidentales de ne pas élargir l'alliance de l'OTAN dirigée par les États-Unis vers l'Est, ce qui revient à exclure formellement l'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie et d'autres ex-républiques soviétiques. On peut regarder, parce qu'on les a résumées, les conditions posées dans ce mémorandum. Engagement écrit, je vous le disais, d'arrêter l'expansion à l'Est, neutralité de l'Ukraine, levée des sanctions occidentales, fin du gel des avoirs russes et protection des russophones en Ukraine. Est-ce que ça a une chance d'être accepté par l'une des 3 parties, si je puis dire ? Alors, le diable est dans les détails, parce que là, c'est en fait des têtes de chapitre. Il n'y a rien de complètement inacceptable là-dedans, parce que ce n'est pas une position maximaliste. Il demande un engagement écrit, parce que dans le passé, il y a eu les promesses faites à Gorbatchev qui n'ont jamais été tenues sur l'OTAN. Et de toute façon, Donald Trump et Joe Biden avant avaient dit qu'il était exclu que l'Ukraine entre dans l'OTAN. La neutralité, ça dépend comment on l'interprète. Si c'est une finlandisation et que c'est un pays qui peut garder son armée, qui peut garder les relations avec les Occidentaux, pourquoi pas. Maintenant, lever des sanctions, fin du gel, c'est la logique s'il y a une fin de guerre. Et la protection des russophones en Ukraine, c'est assez intéressant, parce qu'on ne sait pas quelle forme ça prendra. Mais il n'y a rien sur les territoires, c'est ça le problème. Et puis, sur les garanties de sécurité, il y en a pour les russophones, il n'y en a pas vraiment pour les Ukrainiens. Mais ces têtes de chapitre ne sont pas aussi maximalistes que ce qu'avaient proposé auparavant les Russes. Donc, il y a peut-être une possibilité de négociation. Mais en fait, normalement, les 2 pays devaient échanger. Et les Ukrainiens aussi doivent formuler leur mémorandum. Là, dans ce mémorandum, il n'est pas question des armes occidentales fournies à l'Ukraine. Non. Il y a juste la neutralité, mais la neutralité, encore une fois, ça peut être la non-adhésion à l'OTAN, ce qui est quasiment acquis, admis, mais ça ne veut pas dire que l'Ukraine doit renoncer à son armée, ça ne veut pas dire qu'elle doit renoncer aux armes ou à la coopération avec les Occidentaux. Maintenant, c'est peut-être ce qu'ils ont en tête, et encore une fois, je dis c'est des têtes de chapitre.
dans les têtes de chapitre, il n'y a rien d'aberrant, de maximaliste ou d'inacceptable. Marc Sebot. Oui, pour rebondir là-dessus, effectivement, neutralité n'est pas nécessairement neutralisation sur un pays sans armes. Mais, alors, on n'a pas tout le mémorandum, mais le point, moi, qui me semble quand même, outre la question des territoires le plus absent, c'est celui des garanties de sécurité. Or, ça a été crucial. Oui. Parce que, bon, le mémorandum de Budapest 94, en échange de l'abandon de l'arsenal nucléaire, les pays, dont la Russie, garantissent l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On a vu ce que ça a donné. Au printemps 2022, quand il y avait eu les négociations entre Russes et Ukrainiens dans les premiers mois de la guerre pour arriver à une solution, le point d'achoppement qui a amené, outre la découverte de l'ampleur des horreurs de Boutcha et autres, ça a été cette question de la sécurité. Parce qu'il y avait cette idée qu'il y aurait 4 pays qui seraient garants de la sécurité, mais pour réagir à une attaque contre l'Ukraine, il faut l'unanimité. Or, il était implicite que la seule menace sérieuse qui pouvait venir contre l'Ukraine, c'était la Russie, donc c'était bidon. Et cette question de la sécurité est essentielle pour les Ukrainiens. C'est d'ailleurs pour ça que le président Macron, avec le Premier ministre britannique, ont insisté pour l'existence d'une force de réassurance qui serait en arrière des lignes, mais qui serait là pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Or, c'est une question cruciale et pour le moment, on ne voit rien. Enfin, il y a peut-être des choses dans le texte, mais au niveau des têtes de chapitre, on ne voit rien là-dessus. Marianne. Oui, effectivement, on n'a pas les détails, mais enfin, moi j'imagine mal les Russes partir des territoires occupés actuellement. Donc ça veut dire quoi, protection des russophones en Ukraine? Ça veut dire qu'en fait les troupes russes restent dans tout le Donbass qu'ils ont déjà conquis. Et puis c'est pareil pour la neutralité de l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on en fait une république comme la Biélorussie, complètement sous le joug de Moscou? C'est pareil, je ne vois pas Poutine admettre que Zelensky puisse encore faire un autre mandat s'il est élu, s'il y a des élections. Donc en fait, tout ça, il faut vraiment regarder dans le détail parce que moi, franchement, les Ukrainiens vont effectivement bien regarder ça parce que admettre que tous les territoires occupés désormais appartiennent à la Russie, ça c'est un point de non-retour pour les Ukrainiens. Donc il va falloir voir aussi comment les Ukrainiens vont effectivement accepter ce plan. L'OTAN, ils en ont fait leur deuil. Ça y est. Lever des sanctions occidentales, oui, ça paraît logique. La fin du gel des avoirs russes aussi. Mais le point 2 et le dernier point, la neutralité de l'Ukraine et la protection des russophones en Ukraine, là, c'est là où ça risque d'acheter. Oui, ça ouvre des portes à des points que l'Ukraine ne pourra pas accepter, colonel Goya. Oui, alors tout ça me fait penser aux discussions qu'il y avait avant la guerre, juste avant la guerre. Rappelez-vous, tous ces débats, au moment où on avait tellement peur de la Russie, tellement peur du déclenchement de la guerre que globalement, tout ça, c'était déjà presque acquis en réalité pour la Russie. Il était acquis que l'Ukraine ne rentrait pas dans l'OTAN et que en fait la Russie avait déjà gagné avant la guerre pratiquement. Elle avait quasiment obtenu une forme de neutralisation de l'Ukraine uniquement par la menace. Mais 3 ans plus tard, il a fallu une guerre et on se retrouve dans la même situation. Alors effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Les points durs, c'est d'abord les questions territoriales. Il n'est pas question là. Qu'est-ce qu'on fait effectivement des territoires conquis? A priori, j'imagine pas une seule seconde que la Russie les évacue. Non. Pas le genre de la maison, très, très clairement. Et ensuite, oui, qu'est-ce qu'on entend par neutralité? Neutralité, pour moi, c'est incompatible avec garantie de sécurité. Garantie de sécurité, ça veut dire une forme d'alliance, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, nous, on va aider militairement l'Ukraine, d'une certaine façon. Or, j'y reviens, c'est pas compatible avec la neutralité. Donc là, ça va être effectivement, certainement, un point chaud. Et d'ailleurs, si l'Ukraine intègre l'Union européenne, ce qui est quand même théoriquement à la vocation A, dans l'Union européenne, il y a une garantie d'assistance, l'article 42.7, qui est encore plus impératif puisqu'il est automatique que l'article 5 du 1 pour tous, tous pour un de l'OTAN au niveau de la réponse globale à une attaque contre un seul de ses membres. Donc là aussi, c'est bizarre. À un moment, les Russes avaient dit on accepterait que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ce qui paraissait un peu bizarre, tout en continuant à mettre leur exigence d'une adhésion à l'OTAN. Donc tout ça aussi doit être éclairci. Est-ce que c'est compatible avec la neutralité? Oui, mais en même temps, l'article 42.7 est effectivement beaucoup plus contraignant. Sauf qu'on n'a pas les moyens des Américains et que la crédibilité, je pense que c'est l'état d'esprit de Poutine, c'est que finalement les Européens ne font pas le poids. C'est pour ça que ça lui fait moins peur. Est-ce que Trump va passer à l'acte?
C'est ce qu'attend le colonel Goya. Hein. Les menaces, c'est bien, mais on va voir si il va passer à l'action. Selon le Wall Street Journal et CNN, Donald Trump pourrait annoncer cette semaine des sanctions contre la Russie susceptibles de faire plier Poutine. Lesquelles? C'est ce que vous verrez dans un instant. Et sur le terrain, nous vous expliquerons avec le colonel Goya, cartes et chiffres à l'appui, pourquoi et comment les Américains renforcent le front nord de l'Europe pour dissuader la Russie. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. Trump, Poutine, la rupture, avec le colonel Michel Goya, avec Marianne Kotonoff, Marc Semo, collaborateur au Monde et à Challenge, et Pascal Boniface qui nous a rejoint. Bonsoir, directeur fondateur de l'IRIS et co-auteur avec Hubert Védrine de l'Atlas des crises et des conflits aux éditions Armand Collin. Il y a les aléas politiques d'un côté et la réalité du terrain de l'autre. La stratégie militaire américaine n'a pas changé. L'OTAN, les Américains, se préparent à une invasion russe en Europe. On va vous expliquer comment et pourquoi avec le colonel Goya. C'est ce qu'avait confié ce commandant de l'OTAN à notre journaliste reporter François-Xavier Ménage lors d'un exercice militaire XXL en Roumanie face à la menace russe. Écoutons. Je vous promets qu'on ne va pas ralentir le rythme. On ne va pas alléger notre agenda. Je vous le promets, pour les prochaines années, on sera très occupés à côté de nos alliés. Allons plus loin avec le colonel Goya, carte à l'appui. L'armée américaine procède en ce moment à des manœuvres à la frontière avec la Russie. Objectif, dissuader la Russie de toute agression et intégrer plus étroitement les alliés, notamment la Finlande et la Suède, nouveaux membres de l'OTAN, dans cette zone stratégique de l'Europe. Regardez ces images que vous avez vues. La semaine dernière, les Américains ont réalisé des exercices militaires avec leurs homologues britanniques et suédois sur l'île de Gotland en Suède. On va regarder sur la carte où se trouve cette île de Gotland. Elle se trouve ici, en mer Baltique, et elle pourrait représenter un intérêt pour la Russie. Pourquoi c'est stratégique, colonel ? Alors, l'île de Gotland, c'est la taille à peu près de la moitié d'un département français, donc c'est une île relativement importante qui est assez peu peuplée, mais comme vous le voyez, elle est vraiment au centre de la mer Baltique. Autrement dit, c'est un immense porte-avions naturel. Vous vous installez une base de missiles anti-aériens, de missiles anti-navires, des capacités de frappe au sol, et là, vous contrôlez une bonne partie de tout l'espace. Et donc la peur, notamment, c'est que les Russes, à partir de Kaliningrad notamment, s'emparent d'un coup de cette île. Et dans ce cas-là, ils menacent, ils interdisent en termes militaires toute la mer, et ils menacent Stockholm qui se trouve notamment à 200 km. Alors précisons, voilà justement, la distance, elle est quand même assez faible. On est à 300 km, on peut voir avec l'autre carte, du territoire russe de Kaliningrad. Oui. Donc on voit que tout ça est entre guillemets relativement prêt pour des armes à moyenne portée. Oui, c'est-à-dire que là, ce que sont en train de faire les alliés, en fait, il n'y a pas que les Américains, c'est une série d'exercices de projection, en fait, dans toute l'Europe. Mais là, ils sont centrés en Scandinavie, ces exercices de projection par voie aérienne. Très concrètement, ils larguent des parachutistes qui vont s'emparer d'une zone de posée, et ensuite ils font de l'aérotransport, ils déposent du matériel lourd. Ils ont fait déjà en Lituanie, en Lettonie notamment. Et là, maintenant, ils font cet exercice dans l'île de Gotland, où des parachutistes britanniques ont sauté, et puis des Marines américains sont venus, ont été posés, et ont déposé par exemple des HIMARS. Donc ces lance-roquettes multiples que l'on connaît en Ukraine, et qui, notamment, dotés de missiles ATACMS, peuvent frapper éventuellement jusqu'à Kaliningrad. Donc ils font un exercice de tir, puis après ils vont tout remballer et vont repartir. Donc là, il faut bien comprendre, ce sont des exercices de projection rapides. C'est ce qu'on est capable de faire le plus rapide pour aider un pays menacé par la Russie.
Alors, contrairement à ce qu'a pu laisser entendre Donald Trump, les soldats américains sont toujours impliqués en Europe. Les troupes n'ont pas été retirées. Alors, on peut voir déjà les principales bases américaines en Europe. On le voit, en Italie, en Allemagne, en Turquie, en Belgique, aux Pays-Bas. Là, ce sont les bases américaines. Mais on peut regarder sur la carte suivante le nombre de soldats américains, qu'ils soient sur des bases américaines ou pas, qui sont répartis sur toute l'Europe. Donc on voit l'importance de la présence américaine en Europe. Voilà pourquoi, évidemment, la peur de voir un retrait américain est si forte. Est-ce que c'est ça qui explique, colonel, que le front otanien inquiète autant la Russie ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, on pourrait rajouter le Groenland. Il ne faut pas oublier qu'il y a une base américaine aussi, on en a beaucoup parlé, mais elle est intégrée dans ce dispositif. Au total, vous avez à peu près une centaine de milliers de soldats américains actuellement en Europe. Une partie qui sont des permanents, dont le centre de gravité, c'est l'Allemagne. Le commandement des forces américaines en Europe, il est à Stuttgart. En Allemagne, et une partie de tournants, de temporaires. Il y a eu un renforcement depuis 2022. Il y a à peu près 20 000 soldats américains qui sont venus en 2022, qui ont notamment renforcé tout le flanc est de l'OTAN. Mais 100 000, c'est pas forcément énorme en soi. Au plus fort de la guerre froide, il doit y avoir à peu près 500 000 soldats américains dans l'Europe occidentale. Donc il y a une réduction depuis quand même 1990 en réalité, diminution d'effectifs, mais ce sont un certain nombre de capacités importantes, une capacité aérienne notamment. Il y a 200 avions de combat, mais il y a des ravitailleurs, il y a de quoi faire du renseignement aérien, etc. Il y a des unités de combat qui sont quand même effectivement assez solides. Il y a des forces spéciales, il y a un grand groupement de forces spéciales qui sert à faire surtout de la formation. Et surtout, ces soldats, en fait, ce sont les bases que l'on a vues. En fait, il ne faut pas oublier non plus les armes nucléaires qui sont dans ces bases que l'on a évoquées. Une centaine d'armes nucléaires américaines qui sont stationnées en Europe et en Turquie. Et surtout, ça sert de base d'arrivée des forces américaines. Le vrai dispositif, il se trouve aux États-Unis en réalité. Donc des renforcements possibles en Europe, rapides, un peu comme l'exercice que l'on a vu à l'instant sur l'île de Gotland. Une partie des forces viennent des États-Unis. Donc c'est ça, d'une certaine façon, c'est le point d'entrée de forces beaucoup plus importantes qui viendraient des États-Unis. Mais voilà, c'est quand même l'ossature, on va dire, de l'OTAN, sur l'ossature des forces de l'OTAN. Mais justement, dernière série de cartes pour que vous compreniez bien ce face-à-face. L'OTAN, en 1949, c'était la Belgique, le Danemark, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Et donc, on les voit représentés ici en rouge. L'OTAN qui n'a cessé de progresser. Regardez, en 99, les pays en jaune, on a l'Espagne, l'Allemagne, la Grèce, la Turquie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire, en vert, enfin pire en pire du point de vue évidemment des Russes, la Macédoine du Nord, la Finlande, la Suède, la Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie et la Croatie. 32 membres en tout. Avant de vous entendre, Pascal Boniface, colonel, la menace, elle est là pour Poutine. C'est ce qu'il redoutait quand il a commencé la guerre en Ukraine. Oui, alors il faut quand même rappeler une évidence, c'est que ce n'est pas une invasion. C'est que ce sont des pays souverains qui disent oui, nous, on préfère rentrer dans l'OTAN. Là, un grand nombre de ces pays faisaient partie, déjà les pays baltes faisaient partie de l'Union soviétique, et les pays d'Europe centrale de l'Est faisaient partie d'une alliance qui s'appelait le Pacte de Varsovie, qui a disparu. C'est-à-dire que tous les membres ont dit nous, non, on ne veut pas continuer en 1991. Et pire, c'est que les pays qui en faisaient partie auraient pu, après tout, ils ont dit on peut conserver des liens avec Moscou et on préfère la protection du grand frère. Mais non, ils ont dit, et je rappelle, ce sont des pays souverains, on dit étrangement, on préfère la protection des pays occidentaux et particulièrement des États-Unis. Et c'est comme ça que l'OTAN, en tant qu'organisation, s'est accentuée. Mais à chaque fois, en réponse, en réalité, une menace. Les deux derniers pays qui ont intégré, la Finlande et la Suède, c'est après la guerre, le début de l'invasion de l'Ukraine. Donc c'est pas pour rien. Donc la Russie a beau présenter ça comme à chaque fois une avancée, comme une menace, comme une forme d'invasion, ou d'empiètement sur son espace, sur sa sphère d'influence et sur une menace véritable. Mais en réalité, je termine là-dessus, la faute à qui ? Eh oui. Merci beaucoup, colonel. On poursuit ce débat avec vous, Pascal Boniface. Pourquoi Poutine est si inquiet, si frileux ?
Alors, d'une part, il a besoin aussi, par rapport à sa population, de justifier l'effort de guerre et de dire qu'il est menacé et qu'il faut résister par rapport à un OTAN qui s'est élargi, qui s'est renforcé. Et effectivement, si la Suède et la Finlande, qui étaient restés à côté de l'OTAN pendant la guerre froide, l'ont rejoint, c'est qu'ils avaient plus peur que pendant la guerre froide. Et donc, il a besoin de cela pour mobiliser un peu sa population. Et puis, c'est une façon, effectivement, de rejeter la faute, la responsabilité. Il y a eu de nombreux débats sur l'échange. Au début, les États-Unis étaient réticents à l'élargissement de l'OTAN, notamment Clinton n'y était pas favorable. Et puis en fait, il s'est décidé à s'y résoudre en 1994 pour avoir les voix de l'électorat polonais aux États-Unis. Mais effectivement, pour les pays anciennement membres du pacte de Varsovie, qui étaient à la fois candidats à l'Union européenne et candidats à l'OTAN, ils étaient candidats à l'Union européenne pour les questions économiques, parce qu'ils savaient que c'était la prospérité, que c'était l'accès à des crédits, des infrastructures, et aussi candidats à l'OTAN parce que c'était la protection américaine. Et que pour eux, ils avaient la perception que, et quand on est polonais ou qu'on est balte, on peut le comprendre, que Moscou représentait une menace. Alors ensuite, quel est l'œuf, quelle est la poule? L'élargissement de l'OTAN a crispé la Russie, la crispation de la Russie a élargi l'OTAN. Il faut reconnaître un point quand même, c'est que l'OTAN, qui est toujours présentée comme une alliance défensive, a quand même fait une guerre offensive en 1999 contre la Yougoslavie, la guerre du Kosovo. Marc Semo. Oui, la raison de l'expansion de l'OTAN, c'est la peur qu'avaient gardé tous ces pays de l'ex-Europe orientale de la Russie. On ne peut pas comprendre ça si on ne comprend pas que c'était des petites nations qui se sont senties plusieurs fois dans leur histoire menacées dans leur existence même. Et c'est pour ça qu'elles ont fait ce choix de rejoindre l'OTAN. Et c'était effectivement une pression des opinions publiques, une pression des peuples. Les États-Unis, c'est vrai, étaient, notamment Clinton au début, un peu réticents. Ensuite, l'évidence était là. C'était impossible de leur dire non, parce qu'il y avait, pour eux, l'Europe, c'était très bien. L'Europe, c'était des garanties de démocratie, de prospérité, etc. Mais fondamentalement, la tragédie de leur histoire, c'était la menace russe, et cela explique l'ampleur de ce mouvement vers l'OTAN. Et je conclurai juste sur l'Ukraine. Il faut rappeler qu'au début, l'Ukraine était assez partagée, au niveau de son opinion, quant à l'adhésion à l'OTAN. En 2014, après l'annexion de la Crimée, déjà le sentiment d'adhésion à l'OTAN est devenu majoritaire. Après l'invasion à la grande échelle de 2022, on est aujourd'hui à 90% des Ukrainiens qui voient dans l'OTAN la seule véritable garantie de sécurité. Mais ça, Poutine ne pourrait pas l'accepter, malgré la volonté des Ukrainiens, Marine Kotonov. Non, ça, de toute façon, et les Ukrainiens le savent bien. Hein, ça, c'est quelque chose qui, pour eux, ils le savent. Mais c'est vrai aussi que, au tout début de la guerre, quand on est allé, nous, sur le terrain, moi, j'ai été frappée par des Ukrainiens qui me disaient, mais imaginez, vous habitez Paris, nous, on habite Kiev, c'est un matin, comme tous les autres, on a préparé le café, et puis voilà, on se retrouve avec des chars dans les rues. C'était notamment une commandante de brigade de drones qui était en fait cinéaste et qui est rentrée dans l'armée et qui me disait, mais moi, je produis des films, je voyage à New York, à Paris, à Londres. Et un matin, mes seules préoccupations, c'était comment faire en sorte qu'on ralentisse le réchauffement climatique, de manger bio, de penser à la planète. Et tout d'un coup, un matin, je me retrouve avec des chars en bas de chez moi et ils tirent sur ma maison et sur mes voisins. Et en fait, je pense aussi que après avoir vu ça, c'est vrai que ça soit la Finlande, que ça soit la Suède, il y a eu cette peur et toutes ces petites républiques anciennement soviétiques ont peur de ça. Parce que pour les Ukrainiens, ça a été vraiment la sidération. Et cette sidération, je pense qu'elle a gagné aussi les républiques qui sont tout autour de l'Ukraine. Alors, ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, la Russie subirait beaucoup de très mauvaises choses, a rappelé Donald Trump. Selon CNN et le Wall Street Journal, Donald Trump pourrait annoncer cette semaine des sanctions contre la Russie, mais des sanctions susceptibles de faire plier Poutine. Jade Partouche, bonsoir, vous nous avez rejoint. Alors, comment les Américains pourraient tenir, si je puis dire, les Russes? Alors, effectivement, Donald Trump menace de sanctions extrêmement fortes contre la Russie pour forcer un peu la main à Vladimir Poutine et l'obliger à venir à la table des négociations. Sa menace ultime, c'est celle-ci, Sanctioning Russia Act. 31 pages, 20 sections et une volonté très claire, punir la Russie, fédération comme habitant. Vous allez le voir, ça c'est un projet de loi qui est présenté actuellement au Congrès américain et qui est décrit un peu comme une épée Damoclès qui plane au-dessus de la tête de Vladimir Poutine. Les États-Unis
prévoit de durcir très sévèrement les sanctions à l'égard de la Russie si le gouvernement, c'est écrit noir sur blanc, si le gouvernement refuse de négocier un accord de paix. C'est très clair en première page. Un paquet de sanctions donc, mais s'il y en avait une seule à retenir, ce serait celle-ci, les droits de douane. On parle ici de deux choses. Une augmentation des droits de douane à hauteur de 500% pour tous les biens et services russes qui seraient importés aux États-Unis, y compris donc le pétrole, le gaz, les produits pétroliers et les produits pétrochimiques. Mais deux, et c'est là vous allez voir le tour de vis majeur, augmenter les droits de douane pour tous les pays qui achètent du pétrole ou du gaz d'origine russe. Tous les pays, donc celui qui vend, celui qui fournit, celui qui achète sciemment du pétrole ou du gaz d'origine russe. Dans le viseur, il y a la Chine, bien sûr, c'est le principal client de la Russie. L'Afrique également, l'Inde qui permet quand même, depuis le début de la guerre, à la Russie de contourner les sanctions occidentales et qui blanchit en quelque sorte le pétrole russe. L'Inde, il faut quand même savoir qu'ils achètent du brut, ils le raffinent chez eux et ils le revendent aux Occidentaux. Mais plus sensible encore, la question de la Turquie, allié de l'OTAN, qui importe en quantité importante du pétrole russe. Quid de la France également, parce que la France continue quand même d'importer du pétrole russe en très faible quantité, certes, mais on peut quand même se poser la question. Mais les importations sont toujours là. Effectivement. Et du gaz naturel liquéfié. Et du gaz naturel liquéfié, exactement. Autre point évoqué dans ce projet, les visas américains seront désormais interdits de territoire américain. Tous les Russes, en fait, ils ne pourront pas obtenir de visa ou d'autres documents leur permettant d'y séjourner. Dans ce paquet de sanctions, il est également question de sanctionner toutes les institutions financières russes ou affiliées. La liste, je vous l'ai écrite, vous l'avez sous les yeux. À l'initiative de ce paquet de sanctions, il y a un homme, Lindsey Graham, c'est un sénateur républicain qui est, depuis le début de la guerre, ouvertement pro-Ukraine et qui est connu justement pour ses prises de position extrêmement tranchées, beaucoup plus tranchées que celles de Donald Trump. Merci beaucoup, Jade. Marc Semo, est-ce que ça peut être l'arme fatale contre Poutine si jamais Trump y va réellement? Alors, en tout cas, ça affaiblira beaucoup l'économie russe et la position russe. L'arme fatale, je ne sais pas. Ce qu'il faut voir, c'est que là, ce qui est nouveau et ce qui peut être efficace, si les États-Unis vont jusqu'au bout, s'ils prennent ce paquet de sanctions et s'ils l'appliquent vraiment, c'est que c'est des sanctions aussi secondaires, c'est-à-dire qui ne visent pas seulement la Russie, mais les pays qui commercent avec la Russie. Alors c'est vrai qu'on pourrait se trouver nous-mêmes en difficulté, puisque la France est quand même le principal importateur de gaz naturel liquéfié en Europe, et que je crois que nos importations ont même doublé l'année dernière. Voilà. Mais c'est là qu'il y a cette menace quasiment atomique, de taxes de 500% pour les produits venant de pays qui continuent à commercer avec la Russie. Alors, est-ce que les États-Unis iront jusqu'au bout ? C'est à voir, mais en tout cas, c'est une arme sérieuse, un moyen de pression sérieux, surtout s'il se double de l'indispensable autre aspect, qui est celui de recommencer à livrer des armes, et surtout, maintenant, on l'a appris avec la déclaration du chancelier allemand Friedrich Merz, le fait que désormais, il n'y a plus de limite à l'emploi au tir en profondeur sur la Russie. C'est-à-dire que les armes occidentales, allemandes, françaises, il dit aussi américaines, toutes les armes données par les Occidentaux peuvent aussi servir à des tirs en profondeur. Et il y aurait la livraison aussi par l'Allemagne, même si ce n'est pas explicite, des missiles Taurus qui ont 500 km, beaucoup plus que ce qu'il y avait jusqu'ici, et qui permettent quasiment d'arriver à Moscou. Oui, il y a un verrou, un gros verrou allemand qui vient de sauter ces dernières heures. Colonel, est-ce que ces sanctions, si elles sont mises en œuvre, sont de mesure, si ce n'est à faire plier Poutine, à affaiblir réellement la Russie, parce qu'il ne pourrait pas contourner les mesures occidentales? Je ne sais pas. D'abord, je rappelle que il y a quand même quelques semaines, il y avait un projet de sanctions massives européo-américaines que normalement Donald Trump avait donné son accord à ce que s'il n'y avait pas de cessez-le-feu, il y aurait des sanctions massives. Bon, les sanctions, ok, on les attend toujours, effectivement, notamment les sanctions américaines, elles sont dans l'air. Deuxième élément, oui, je reviens à ce que disait Marc, sur la levée a priori américaine, donc Donald Trump a accepté que les armes puissent être utilisées sans limitation de portée sur tout le territoire russe, y compris les armes américaines. Ça aurait fait la une. On en aurait parlé il y a quelques mois, on en aurait fait la une, d'autant plus que Donald Trump était opposé. Et il avait dit qu'il était il trouvait ça trop dangereux, etc. Donc là, de ce point de vue, il y a quand même un petit changement de perspective. En même temps, ensuite, sur les résultats concrets,
C'est toujours très ambigu, c'est très ambivalent. D'abord, les États-Unis importent peu eux-mêmes de la Russie. Le commerce entre les États-Unis et la Russie, il est très limité. Donc, c'est des choses qui frapperaient surtout en réalité d'autres pays, ces sanctions secondaires. Donc, concrètement, c'est des attaques contre l'Inde, contre la Chine, une de plus. Et qui pourrait les pousser à dire à Poutine, j'ai aucune envie de te soutenir, ça me coûte trop cher. Après, ok, ton pétrole me coûte trop cher, donc il faut que j'en trouve un autre. C'est l'idée. Pétrole. Mais lequel ? Oui. Lequel quel autre fournisseur tout de suite, éventuellement, etc. Les Saoudiens, je ne sais pas. Et puis, dans tous les cas de figure, mieux, mais... les sanctions économiques, elles n'ont pas d'effet à court terme. En tout cas. Bon, c'est pas ça, pour le dire simplement, c'est pas ça qui va faire arrêter la guerre aux Russes. C'était vraiment la question que j'allais vous poser, Pascal Boniface. Est-ce que ces sanctions sont de nature à affaiblir Poutine, à lui faire peur ? Alors, affaiblir, oui, lui faire peur, non, parce que pour l'instant, il y a 17 trains de sanctions occidentales, ça va faire changer. Et puis, la faille dans le raisonnement de Trump, c'est que quand on veut sanctionner tout le monde, on sanctionne personne. S'il avait ciblé un peu plus, mais là, s'il veut sanctionner tous les pays qui achètent quelque chose à la Russie, en fait, c'est le monde entier, et donc il va se mettre à dos le monde entier. Donc, c'est pas ça la vraie pression, c'est effectivement fourniture d'armes, fourniture de renseignements, mais Trump, c'est quand même un peu la course du lait à travers les champs, parce que un coup, il veut tout donner à Poutine, et un coup, il veut tout sanctionner. À un moment donné, il lui avait tout donné. C'est qu'il était prêt à reconnaître l'annexion de la Crimée, prêt à lever les sanctions. Alors Poutine n'a pas répondu, ça c'est aussi, il l'a fait patienter, donc du coup Trump est agacé, et donc c'est plutôt un moyen de dire à Poutine, écoute, moi j'ai besoin d'un résultat diplomatique parce que j'ai promis la paix en 24 heures, elle n'arrive toujours pas, rien ne marche dans ce que je fais, j'ai besoin d'un succès, et c'est un peu pour forcer Poutine à donner quelque chose, alors que Poutine pour l'instant n'a pas du tout renvoyé la balle à Trump. Trump lui a fait d'importantes concessions et Poutine n'en a fait aucune. Donc il est quand même normal que Trump hausse le ton, mais il n'est pas crédible de dire qu'il va sanctionner tous les pays qui ont des relations avec la Russie. Je voudrais vous faire réagir, Marc Semo, rapidement sur ce qui est dit dans The Atlantic et qui nous permet de rebondir sur ce que vient de dire Pascal Boniface. Trump est impatient d'alléger les sanctions américaines contre la Russie, mais Poutine continue de rendre toute tentative de conciliation impossible. Ça veut dire que Trump, il est prêt à y aller, mais à contre-cœur. Trump veut des résultats. N'oubliez pas, il avait promis en 24 heures, je règle ça. Donc il lui faut arriver à des résultats. Là, c'est quand même un peu décrédibilisant pour lui. Il est là, il cause 2 heures avec Poutine, il ne fait plus, il n'utilise aucun moyen de pression, il n'y a aucun résultat, donc il veut des résultats. Et dans cette stratégie de demander toujours plus qu'a choisi Poutine, et qui peut, on en parlait tout à l'heure, se retourner contre lui, il n'y a aucune raison que Poutine cède. Il a l'impression que plus il continuera comme ça, plus il obtiendra de nouvelles concessions des États-Unis qui, au début, avaient déjà donné à la Russie tout ce qu'elle pouvait attendre, y compris la reconnaissance de juré, ce qui est quand même fondamental et nouveau, de l'annexion de la Crimée. Permettez-moi de remercier Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS. Je rappelle votre dernier ouvrage avec Hubert Védrine, L'Atlas des crises et des conflits, aux éditions Armand Collin. À suivre dans le grand dossier, quoi qu'en dise Donald Trump, non seulement Poutine n'est pas prêt de faire taire les armes, mais il est déjà passé à l'offensive pour étendre ses gains en Ukraine, où nous retrouverons notre correspondant Stanislas Poyet dans un instant. À tout de suite. Vous êtes au bon endroit ce soir devant le grand dossier intitulé Trump-Poutine, la rupture. Quoi qu'en dise le président américain, non seulement Poutine n'est pas prêt de faire taire les armes, mais il est déjà presque passé à l'offensive pour étendre ses gains en Ukraine. Regardons ensemble ce que dit le président ukrainien. Actuellement, il masse des soldats dans la direction de Soumy. Plus de 50 000. La Russie veut repousser nos troupes de la région de Koursk et préparer une offensive sur celle de Soumy, autrement dit au nord de l'Ukraine. Stanislas Poyet, bonsoir. Vous êtes notre correspondant en Ukraine, en direct de Kiev. Ces soldats massés en direction de Soumy et de Kharkiv, est-ce la première étape de l'offensive russe ? Alors, cette concentration de troupes russes dans le nord du pays, face à la région de Soumy, s'inscrit effectivement très probablement dans le cadre d'une offensive d'été que l'état-major ukrainien redoute depuis des mois. Cette menace, elle n'est pas soudaine. Depuis le mois de février, la contre-offensive réussie des Russes dans la région de Koursk, les Ukrainiens
craignent un assaut dans le nord, vers le nord du pays. Soumy est une zone qui est cependant bien protégée. L'Ukraine a positionné des brigades solides, les lignes sont fortifiées, les forces russes surveillées de près. Cependant, et je pense que c'est un point qui est important de noter, on ne peut pas exclure tout à fait que cette poussée apparente vers le nord soit aussi une diversion, une manœuvre pour disperser les forces ukrainiennes, comme cela a déjà été observé dans le sud, dans la région de Zaporijjia. L'objectif principal de Moscou, ne l'oublions pas, reste le Donbass. Sur ce front, les Russes avancent toujours et ces derniers jours, ils ont percé entre Pokrovsk et la ville de Konstantinivka, créant un saillant dangereux pour les forces ukrainiennes. Ils ont progressé vers les villes stratégiques de Liman, Kupiansk ou encore Toretsk. Ils grignotent, testent, contournent, mènent des offensives simultanées. On est loin d'un assaut massif, on assiste plutôt à une guerre d'usure méthodique qui vise à épuiser l'ensemble de la ligne de front, conformément à la doctrine de guerre russe qui est à l'offensive depuis maintenant 3 ans. Alors oui, Soumy est sous pression, oui, le Nord est à risque, mais c'est l'ensemble du dispositif ukrainien qui risque d'être très sollicité dans une séquence qu'on pourrait définir comme les préludes d'une campagne estivale plus vaste. Merci beaucoup Stanislas pour toutes ces remontées de terrain en direct de Kiev ce soir en Ukraine. Regardons pour aller plus loin ce que disent les responsables militaires ukrainiens dans le Washington Post. La Russie devrait lancer une offensive majeure cet été contre la région de Donetsk à l'est de l'Ukraine qu'elle tente de conquérir depuis le début de la guerre. Des attaques de moindre ampleur sont attendues aux frontières des régions de Soumy et Kharkiv. Persuadé que le temps joue en sa faveur, Poutine a déployé plus de 125 000 soldats à ses frontières. Colonel, on ne déploie pas autant de soldats pour se contenter de menacer. Non, effectivement. Mais ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle. On en parle depuis la réduction du saillant de Souja, enfin de Koursk, des Ukrainiens. Les Russes avaient à peu près consacré 70 000 soldats à cette bataille spécifique de Koursk. Et en gros, les 50 000 que l'on constate, c'est toujours les mêmes en réalité, qui sont toujours là. Donc ce qui constitue en termes militaires une masse de manœuvre qui est disponible. Donc avec cette masse de manœuvre, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Soit vous allez renforcer ce qui reste quand même, là aussi en termes militaires, l'effort principal, c'est-à-dire le Donbass et plus particulièrement la province de Donetsk, soit vous utilisez pour menacer le Nord, simplement, c'est-à-dire que ça suffit pour éventuellement obliger les Ukrainiens à maintenir des forces dans cette direction, des forces qui ne seront pas pour le coup dans le Donbass, soit pour lancer une opération secondaire par rapport à celle du Donbass dans cette région, comme c'était le cas à Kharkiv déjà. Il y a une opération qui n'a pas donné grand-chose en réalité. Donc c'est possible. C'est possible qu'ils tentent quelque chose de ce côté-là pour peut-être établir cette fameuse zone tampon qu'évoquait Vladimir Poutine, donc de plusieurs dizaines de kilomètres le long de la frontière. Mais s'ils veulent vraiment établir cette zone tampon sur tout le long de la frontière, ça demandera quand même beaucoup plus de moyens que ça, beaucoup plus d'efforts et certainement beaucoup plus de temps. Marianne, vous qui connaissez très bien cette région, vous savez à quel point les soldats ukrainiens craignent le débarquement des Russes. Oui, alors oui et non, parce qu'en fait, ces grandes offensives qu'on nous annonce à chaque début de saison, il y a eu l'automne, il y a eu le printemps, maintenant c'est l'été. En fait, ça fait un peu pchit à chaque fois, quoi. C'est vrai que oui, il y a une petite dose en plus d'attaques, notamment nocturnes. On était présents quand il y a une grande offensive sur Kharkiv. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a eu plus de bombardements, il y a eu plus de drones, mais c'est pas le grand débarquement en fait. Les Russes, est-ce qu'ils en ont vraiment les moyens ? Parce que il faut bien savoir aussi que il faut 3 attaquants pour un défenseur, et l'Ukraine ils défendent là. Et les Russes en fait leur façon de procéder, c'est d'envoyer des vagues de soldats, c'est-à-dire ils en envoient entre 5 et 10. C'est les soldats de Pokrovsk qui nous ont raconté ça, qui étaient sur la ligne 0, les fantassins de Pokrovsk. Ils envoient des lignes constituées de 5 à 10 militaires, et en fait les Ukrainiens en défense les neutralisent. Il y a une deuxième vague qui arrive tout de suite après, et en fait c'est beaucoup d'hommes qui sont perdus tous les jours. Donc tout ça pour avancer de quoi ? De quelques mètres, de quelques kilomètres à la fin. Quand on voit la région de Pokrovsk, la région du
Donbass. On nous a dit depuis des mois, Pokrovsk va tomber. On nous a dit que Torezk, moi j'étais sur place quand il y a eu des dépêches AFP comme quoi la Russie communiquait que Torezk était aux mains des Russes. Non, en fait. Il y avait encore des combats dans les rues et Torezk est toujours aux mains des Ukrainiens. Même si c'est compliqué, même s'il n'y a plus beaucoup de monde dans ces villes. Pokrovsk, c'est pareil. Moi, j'ai connu Pokrovsk, il y avait encore des restaurants, il y avait encore des hôtels. Maintenant, on y va vraiment seulement quand le ciel est clair pour pouvoir... non, quand le ciel est couvert, pardon, justement pour être à l'abri des drones. Mais bon, Pokrovsk est devenue une ville très, très dangereuse, mais elle est toujours aux mains des Ukrainiens. Donc, en fait... moi, j'y crois pas beaucoup à cette grande offensive. Marianne, j'espère que Poutine ne nous écoute pas. Est-ce que vous êtes un peu provocatrice? Non, parce que c'est une question de moyens aussi. Bon, il faut, même s'ils sont en économie de guerre, il faut quand même faire attention. Et puis de toute façon, les fantassins, là je parle sous votre contrôle, ils ont du mal aussi à avancer. Parce que le ciel est saturé de drones, que ce soit du côté ukrainien comme du côté russe aussi. Donc à un moment donné, oui, perdre des hommes, c'est vrai qu'en Russie, on utilise plus les militaires comme de la chair à canon, ça c'est indéniable. Mais néanmoins, ça fait des pertes et il faut après combler ces pertes. Donc je ne suis pas sûre qu'il puisse mener une grande offensive d'été. Marc Semo. Il y a juste un point peut-être. Bon, jusqu'ici, effectivement, en termes de grignotage, les avancées ont été limites. Il y a à peine 1 à 2% des territoires en plus de ceux qui étaient contrôlés depuis 2014. Donc c'est un fiasco, ces 3 ans de guerre, en termes de résultats sur le terrain. Mais pour Poutine, il y a peut-être, malgré tout, une nécessité là de pousser son avantage ou ce qu'il en reste, parce que petit à petit, les armes des Européens vont arriver. On voit déjà, justement, on a levé l'interdit, les Américains, les Occidentaux ont levé l'interdiction aux frappes en profondeur avec le matériel qu'ils livrent. Donc tout ça est en train de se mettre en place et d'une certaine façon, cela risque d'être plus difficile à l'automne, voire l'année prochaine. Et que donc, si Poutine veut, malgré tout, réussir au moins à avancer un peu, voire, ce qui semble impossible, conquérir l'ensemble des 4 oblasts, des 4 districts qu'il revendique, c'est un peu maintenant ou jamais pour marquer un résultat. Et s'il doit y avoir des négociations, arriver malgré tout avec disons, un meilleur rapport de force. Je précise que l'Ukraine rend coup pour coup, notamment avec ces attaques massives de drones. 2300 drones, nous disent les Russes, en seulement quelques jours. Moscou, la région de Moscou a été visée. Et symbole de cette crainte, les vols ont été suspendus dans la capitale russe. Dernier mot avant le journal, colonel. Sur le terrain, on est très éloigné des perspectives de négociation. Bien sûr, non, mais déjà on est très éloigné de perspectives de cesser le feu tout court. Oui, ça c'est fini. De toute façon, cesser le feu, il faut être à 2. À partir du moment où il y en a un qui refuse absolument de cesser le feu, les combats continuent. Et donc les combats vont continuer parce que les Russes ne veulent pas entendre parler de cesser le feu. Ils veulent continuer à maintenir la pression. C'est ça le truc, c'est dire voilà, si on arrête, les Ukrainiens vont se renforcer de plus en plus peut-être avec l'aide européenne. Et donc on maintient cette pression. Et cette pression, c'est les attaques permanentes sur la profondeur de l'Ukraine. C'est tous les jours maintenant, vous avez des centaines de drones qui frappent à l'intérieur de l'Ukraine et sur le front. Donc c'est multiples petites attaques qui donnent pas grand-chose, mais qui donnent un petit peu et voilà, et en permanence. Donc c'est une stratégie globale de pression. Il ne faut pas s'attendre de percer, mais peut-être qu'ils se disent qu'on va obtenir quelque chose, que les Ukrainiens vont finir par craquer face à cette pression permanente.